Saviez-vous que 23% des hommes de plus de 50 ans mènent une double vie pendant au moins 10 ans sans jamais être découverts? Cette statistique terrifiante prend tout son sens quand on rencontre Françoise Dubois. Je m'appelle Michel Rousseau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Si cette histoire vous touche, si elle résonne avec votre propre expérience ou celle de quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner. Ces récits de résilience humaine méritent d'être partagés, car ils nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, nous possédons une force insoupçonnée. Françoise avait 67 ans quand sa vie s'est écroulée pour la deuxième fois. La première, c'était il y a 2 ans, quand Henri, son mari depuis 40 ans, était supposément mort d'une crise cardiaque dans son bureau d'architecte à Marseille. Elle avait pleuré, organisé les funérailles, reçu les condoléances de toute la ville. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Henri n'était pas dans ce cercueil. Ce matin de septembre, Françoise se tenait dans le grenier de leur maison provençale, entourée de 40 années de souvenirs. Les rayons de soleil filtraient à travers les volets en bois, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Elle avait pris cette décision difficile, vendre la maison. Trop de souvenirs, trop de solitude entre ces murs qui résonnaient encore de leur rire d'autrefois. Mais en déplaçant une vieille armoire pour faire de la place aux déménageurs, quelque chose d'étrange se produisit. Le meuble révéla un petit compartiment secret dans le mur, dissimulé depuis des décennies. À l'intérieur, une boîte en métal rouillé qu'elle n'avait jamais vue. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Ce qu'elle y découvrit allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Des relevés bancaires. Mais pas n'importe lesquels. Des comptes qu'elle ne connaissait pas, au nom d'Henri Martineau pas Dubois. Des virements réguliers vers Nice. Des factures d'électricité, de téléphone, d'assurance, pour une adresse qu'elle n'avait jamais entendue, 47 avenue des Fleurs, Nice. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle dut s'asseoir sur une vieille chaise poussiéreuse. Les dates sur ces documents étaient récentes. Très récentes. Certaines dataient d'il y a seulement 3 mois. 3 mois après la mort supposée d'Henri. Mais ce n'était que le début de ce qu'elle allait découvrir. Au fond de la boîte, ses doigts rencontrèrent quelque chose de plus personnel. Des photos. La première la figea complètement. Henri, son Henri, souriant, bronzé, les cheveux plus courts qu'elle ne l'avait jamais vu, entourant de ses bras une femme blonde d'environ 45 ans. Derrière eux, 2 enfants, un garçon et une fille qui lui ressemblaient étrangement. La photo était datée du dos, vacances en Corse, juillet 2023. Juillet 2023. 5 mois après ses funérailles. Françoise laissa échapper un son étrange, entre le sanglot et le rire nerveux. Ses mains tremblaient maintenant violemment. Elle examina chaque photo avec une attention obsessionnelle. Henri à la plage avec ses enfants. Henri embrassant cette femme devant ce qui semblait être leur maison. Henri, vivant, heureux, épanoui. Pendant qu'elle pleurait sa mort depuis 2 ans. Mais la découverte la plus dévastatrice l'attendait encore. Au fond de la boîte, un document officiel qui allait tout changer. Un acte de naissance. Celui du petit garçon sur les photos. Né en 2010. Père, Henri Martineau. Mère, Sylvie Moreau. Cela signifiait qu'Henri menait cette double vie depuis au moins 13 ans. 13 ans de mensonges, de voyages d'affaires inventés, de week-ends prétendument consacrés au travail. 13 ans où elle avait été la femme trompée sans même le savoir. Mais comment avait-il pu simuler sa propre mort? Et pourquoi? Françoise se leva lentement, les jambes flageolantes. Elle descendit l'escalier comme un automate, tenant encore ses preuves accablantes contre sa poitrine. Dans le salon, elle s'effondra dans le fauteuil d'Henri, celui où elle venait parfois s'asseoir pour sentir encore son odeur sur le tissu. Son regard tomba sur la photo de leur mariage, posée sur la cheminée. 43 ans plus tôt, il s'était juré fidélité devant Dieu et les hommes. Elle avait respecté ce serment chaque jour de sa vie. Lui avait construit une existence parallèle avec une précision chirurgicale. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment avait-il organisé sa fausse mort? Qui était complice? Le médecin qui avait signé le certificat de décès? Le directeur des pompes funèbres? Et cette Sylvie Moreau, savait-elle qu'Henri était marié? Mais surtout, une question la hantait plus que toutes les autres: que faire maintenant qu'elle connaissait la vérité? Françoise regarda par la fenêtre le jardin qu'ils avaient planté ensemble, les rosiers qu'Henri prétendait tant aimer. Tout était mensonge. Chaque « je t'aime », chaque projet d'avenir, chaque moment de tendresse, tout était contaminé par cette double vie.
Elle sentit quelque chose d'étrange monter en elle. Pas seulement de la tristesse ou de la colère. Quelque chose de plus sombre, de plus déterminé. Pour la première fois depuis 2 ans, Françoise Dubois n'était plus une veuve éplorée. Elle était une femme trahie qui venait de découvrir que son mari était vivant. Et elle allait lui faire payer chaque mensonge. Cette nuit-là, Françoise ne dormit pas. Elle resta assise à sa table de cuisine, les documents étalés devant elle comme les pièces d'un puzzle macabre. À 3 heures du matin, elle avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie, elle allait mener sa propre enquête. Mais par où commencer quand votre mari est supposé être mort depuis 2 ans? Le lendemain matin, Françoise fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 67 ans d'existence, elle mentit délibérément. Elle appela sa fille Claire pour annuler leur déjeuner hebdomadaire, prétextant un rendez-vous médical. En réalité, elle avait un tout autre projet en tête. Elle se rendit d'abord à la banque où Henri et elle avaient leur compte commun depuis des décennies. Monsieur Bertrand, leur conseiller, la reçut avec sa bienveillance habituelle. Mais quand Françoise lui montra discrètement les relevés trouvés dans le grenier, son visage changea d'expression. « Madame Dubois, je ne peux pas vous donner d'informations sur des comptes qui ne sont pas à votre nom, balbutia-t-il, visiblement mal à l'aise. Monsieur Bertrand, dit Françoise d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, mon mari est officiellement mort. Ces comptes existent au nom d'Henri Martineau. Soit c'est une usurpation d'identité, soit. Elle laissa sa phrase en suspens. Le banquier évita son regard. Ce silence en disait long. Vous saviez, murmura Françoise. Ce n'était pas une question. Monsieur Bertrand soupira profondément. Madame, je ne peux rien dire officiellement. Mais, si vous voulez un conseil d'ami, allez voir Maître Roussel, le notaire. Il y a des choses que vous devez savoir. Maître Roussel. Le notaire qui avait géré la succession d'Henri. Celui qui l'avait aidé dans les démarches après le décès. Françoise sentit son estomac se nouer. Lui aussi était-il complice? 1 heure plus tard, elle se retrouvait dans l'étude notariale qu'elle connaissait bien. Mais cette fois, elle n'était pas venue en veuve éplorée chercher du réconfort. Elle était venue chercher des réponses. Maître Roussel la reçut avec une nervosité palpable. Quand elle posa les documents sur son bureau, il devint livide. Françoise, je peux vous expliquer. Expliquez-moi donc comment mon mari peut être à la fois mort et vivant, dit-elle d'une voix glaciale qu'elle ne se connaissait pas. Le notaire se leva, ferma la porte de son bureau, et revint s'asseoir avec l'air d'un homme qui porte un fardeau depuis trop longtemps. Henri est venu me voir il y a 3 ans. Il était désespéré. Il avait des dettes énormes que vous ignoriez. Des investissements ratés, des emprunts cachés. Il risquait la prison pour escroquerie. Et puis il y avait l'autre situation. Quelle autre situation? Françoise sentait son cœur battre si fort qu'elle avait peur qu'il s'arrête. Ça, sa compagne à Nice. Sylvie. Elle était enceinte de leur 2e enfant. Elle menaçait de tout vous révéler s'ils ne régularisaient pas leur situation. Françoise encaissa le coup. Un 2e enfant. Henri avait eu un 2e enfant avec cette femme pendant qu'ils étaient mariés. Alors il a choisi de mourir plutôt que d'affronter ses responsabilités, dit-elle amèrement. Il avait tout planifié. Le faux certificat médical, grâce au docteur Lemaire qui lui devait de l'argent. Le cercueil vide. L'incinération immédiate pour éviter toute vérification. Et l'assurance vie? L'assurance vie? Françoise se figea. 500 000 €, Françoise. Qui l'a touché sous sa nouvelle identité? Pendant que vous receviez les 100 000 € de la police de base. Le monde s'écroulait autour d'elle. Non seulement Henri l'avait trahi, non seulement il avait simulé sa mort, mais en plus il l'avait volé. Il avait organisé sa propre succession pour récupérer l'argent et disparaître. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Demanda-t-elle, la voix brisée. Il m'avait menacé. Il avait des preuves de certaines irrégularités dans mes affaires. J'étais piégée, Françoise. Je suis désolé. Françoise se leva lentement. Elle avait obtenu les réponses qu'elle cherchait, mais elles étaient pires que tout ce qu'elle avait imaginé. Henri n'était pas seulement un mari infidèle. C'était un escroc, un manipulateur, un homme capable de détruire la vie de tous ceux qui l'entouraient pour sauver sa peau. Où est-il exactement à Nice? Demanda-t-elle. Françoise, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Reprendre le contrôle de ma vie.
Le notaire lui donna l'adresse complète, le nom de l'école des enfants, même le restaurant où Henri avait ses habitudes. Il semblait soulagé de se débarrasser enfin de ce secret qui le rongeait. En sortant de l'étude, Françoise avait l'impression de marcher dans un rêve. Ou plutôt dans un cauchemar. Mais pour la première fois depuis 2 ans, elle se sentait vivante. La colère, la trahison, l'humiliation, tout cela se transformait en quelque chose de plus puissant. Elle rentra chez elle et s'installa devant son ordinateur. Internet allait devenir son meilleur allié. Elle tapa « Henri Martineau Nice » dans le moteur de recherche. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Henri avait créé une entreprise de conseil en architecture sous sa nouvelle identité. Il avait un site web professionnel, des références, même des articles dans la presse locale de Nice vantant ses projets innovants. Il s'était construit une réputation, une nouvelle vie, une nouvelle famille, sur les cendres de leur mariage. Mais ce qui la frappa le plus, c'était une photo récente trouvée sur le site d'un journal local. Henri inaugurant un projet immobilier, entouré de sa famille. Sylvie à ses côtés, radieuse, enceinte de ce qui devait être leur 3e enfant. Les 2 autres enfants souriaient fièrement près de leur papa. Ils avaient l'air heureux. Parfaitement heureux. Pendant qu'elle avait passé 2 ans à pleurer un mort qui profitait de la vie sur la Côte d'Azur. Cette nuit-là, Françoise prit une décision qui allait tout changer. Elle ne se contenterait pas de révéler la vérité. Elle ne se contenterait pas de le dénoncer aux autorités. Non. Henri Dubois ou Martineau, peu importe, allait payer pour chaque larme qu'elle avait versée, pour chaque nuit d'insomnie, pour chaque moment où elle s'était sentie coupable de ne pas assez pleurer sa mort. Elle allait lui faire vivre l'enfer qu'il lui avait fait subir. Et elle savait exactement comment s'y prendre. Le voyage en train vers Nice fut le plus long de la vie de Françoise. 3 heures pour parcourir les 200 kilomètres qui la séparaient de sa vérité. Elle avait choisi de ne pas prendre sa voiture, elle ne se faisait pas confiance au volant dans son état émotionnel. Mais surtout, elle voulait du temps pour réfléchir, pour se préparer à ce qu'elle allait découvrir. Dans son sac à main, soigneusement plié, l'adresse qui allait changer sa vie, 47 avenue des Fleurs, Nice. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait voir. Le taxi la déposa au bout de l'avenue. Françoise avait préféré faire les derniers mètres à pied, pour s'imprégner de ce quartier où Henri avait choisi de refaire sa vie. C'était un quartier résidentiel paisible, avec des villas provençales aux jardins fleuris, des enfants qui jouaient dans les rues, des familles qui semblaient sortir d'un magazine de décoration. Le numéro 47 était une belle maison de 2 étages, au volet bleu lavande, entourée d'un jardin magnifiquement entretenu. Sur la boîte aux lettres, gravée dans le métal, « Famille Martineau ». Françoise se cacha derrière un platane centenaire et observa. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. À 16h30, elle savait que les enfants allaient bientôt rentrer de l'école. Henri aussi, selon les informations glanées sur Internet. À 16h45 exactement, elle les vit arriver. D'abord les enfants. Le garçon qu'elle avait vu sur les photos, maintenant âgé d'environ 13 ans, grand pour son âge, avec les yeux verts d'Henri. La petite fille, 8 ou 9 ans, blonde comme sa mère, qui sautillait en racontant visiblement sa journée d'école. Ils avaient l'air normaux. Heureux. Insouciants. Puis Sylvie apparut. Plus belle encore qu'en photo, enceinte de plusieurs mois, rayonnante dans sa robe d'été jaune. Elle accueillit les enfants avec des embrassades, des questions sur leur journée, des rires. Une mère aimante, attentionnée. Françoise sentit une douleur physique la transpercer. Cette femme vivait la vie qu'elle avait cru être la sienne. Cette femme portait l'enfant d'Henri, élevait ses enfants, partageait son quotidien. Mais le pire restait à venir. À 17h15, une BMW noire se gara dans l'allée. Françoise reconnut immédiatement la silhouette qui en descendit. Henri. Son Henri. Vivant, bronzé, en pleine forme, portant un costume qu'elle ne lui connaissait pas. Il avait même changé de coiffure, paraissait plus jeune, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Ce qui suivit brisa définitivement le cœur de Françoise. Henri courut vers Sylvie et la prit dans ses bras avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée à Françoise, même dans leurs meilleures années. Il posa délicatement sa main sur son ventre rond, lui murmura quelque chose à l'oreille qui la fit rire. Puis il se tourna vers les enfants qui se jetèrent dans ses bras en criant « Papa ». Françoise dut se retenir au tronc de l'arbre pour ne pas s'effondrer. Cet homme qui prétendait détester les enfants, qui avait refusé qu'ils en aient un deuxième après Claire,
cet homme jouait maintenant avec ses enfants dans le jardin comme le père parfait qu'il n'avait jamais été avec sa propre fille. Mais ce n'était que le début de son calvaire. Elle les observa pendant 2 heures. 2 heures à voir Henri vivre une vie de famille idyllique. Il aida le garçon avec ses devoirs de mathématiques, lui qui prétendait ne rien comprendre aux études. Il joua à la poupée avec la petite fille, lui qui disait que les jeux d'enfants l'ennuyaient. Il massa les pieds de Sylvie, lui qui n'avait jamais eu un geste tendre pour Françoise quand elle était enceinte de Claire. Vers 19 heures, ils rentrèrent tous dans la maison. Françoise aperçut par les fenêtres éclairées une scène de bonheur domestique parfait. Henri qui cuisinait, lui qui n'avait jamais touché une casserole en 40 ans de mariage. Sylvie qui mettait la table avec les enfants. Des rires, des conversations animées, une complicité évidente. Françoise réalisa avec une douleur insoutenable qu'Henri n'avait pas seulement simulé sa mort. Il avait simulé toute leur vie de couple. Pendant 40 ans, il avait joué le rôle du mari distant, du père peu impliqué, de l'homme qui ne savait pas exprimer ses sentiments. Alors qu'en réalité, il était capable d'être l'homme parfait, pour une autre. Mais la révélation la plus cruelle l'attendait encore. En se rapprochant discrètement de la maison, elle entendit des bribes de conversation par la fenêtre ouverte de la cuisine. Henri racontait sa journée, parlait de ses projets professionnels, de ses ambitions. Puis, soudain, elle entendit quelque chose qui la figea sur place. « Tu sais, Sylvie, parfois je repense à ma vie d'avant, à cette époque sombre où j'étais marié à Françoise. J'ai l'impression d'avoir été en prison pendant 40 ans. Avec toi, j'ai enfin découvert ce que c'était que d'être vraiment vivant. » Sylvie rit doucement. « Heureusement que tu as eu le courage de tout quitter. Imagine si tu étais resté avec elle. »« N'en parlons plus, » dit Henri. « Cette femme appartient au passé. Ma vraie vie, c'est ici, avec vous. Françoise Dubois n'existe plus pour moi. Elle n'a jamais vraiment existé. » Ces mots frappèrent Françoise comme une gifle. 40 ans de mariage résumés à une époque sombre. 40 ans d'amour, de fidélité, de dévouement, effacés d'un revers de main. Elle n'était qu'un mauvais souvenir dont il était heureux de s'être débarrassé. Françoise s'éloigna de la maison en titubant. Elle avait l'impression de marcher dans un brouillard, de ne plus savoir qui elle était. Si Henri pouvait mentir avec une telle facilité, si leur mariage n'avait été qu'une mascarade, alors qui était-elle vraiment? Qu'est-ce qui était réel dans sa vie? Elle se retrouva assise sur un banc public, à quelques rues de la maison, pleurant toutes les larmes de son corps. Pas seulement sur Henri, pas seulement sur leur mariage brisé. Elle pleurait sur la femme qu'elle avait été, naïve, confiante, aimante. Cette femme venait de mourir. Mais de ses cendres, une autre femme était en train de naître. Une femme que Henri ne connaissait pas. Une femme dont il allait bientôt découvrir l'existence. Car Françoise venait de comprendre quelque chose d'essentiel, Henri pensait qu'elle était faible, manipulable, qu'elle accepterait tout par amour. Il avait construit son plan en comptant sur sa passivité, sur son incapacité à se défendre. Il avait commis une erreur fatale. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel niçoise, Françoise ne pleura plus. Elle planifiait. Elle avait 48 heures avant de retourner à Marseille. 48 heures pour détruire méthodiquement la nouvelle vie d'Henri, comme il avait détruit la sienne. Et elle savait exactement par où commencer. Le lendemain matin, Françoise se réveilla avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Fini les larmes, fini l'apitoiement. Place à l'action. Henri avait passé 3 ans à construire sa nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Elle allait la détruire en 48 heures. Mais sa vengeance ne serait pas impulsive. Elle serait méthodique, implacable, parfaitement orchestrée. Premier objectif, Sylvie devait savoir la vérité. Françoise avait passé la nuit à étudier le profil Facebook de Sylvie Moreau. Une femme apparemment intelligente, directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques, mère dévouée, amoureuse éperdument de son Henri Martineau. Ses publications respiraient le bonheur conjugal, la fierté familiale, l'amour sincère. Cette femme méritait de savoir qu'elle vivait avec un fantôme. À 9 heures précises, Françoise sonna à la porte du 47 avenue des Fleurs. Henri était parti au travail, les enfants à l'école. Sylvie ouvrit, radieuse dans sa robe de grossesse, un sourire chaleureux aux lèvres qui se figea instantanément en voyant cet inconnu âgé sur son seuil. « Bonjour Sylvie. Je m'appelle Françoise Dubois. Je suis la femme d'Henri. » Le visage de Sylvie passa par plusieurs expressions, confusion, incrédulité,
puis une pâleur mortelle quand la réalité commença à s'imposer. C'est impossible. Henri n'a jamais été marié, sa première femme est morte dans un accident. Sa première femme se tient devant vous, dit Françoise avec un calme glacial. Et elle n'est pas morte. Contrairement à Henri, qui lui, est officiellement décédé depuis 2 ans. Sylvie s'appuya contre le chambranle de la porte, une main protectrice sur son ventre. Vous mentez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Françoise sortit de son sac les documents qu'elle avait apportés. Leur certificat de mariage, daté de 1980. Des photos de leur vie commune. L'acte de décès officiel d'Henri Dubois. Et surtout, l'acte de naissance de leur fille Claire, née en 1985. Henri a une fille de 38 ans, Sylvie. Une fille qu'il a abandonnée en simulant sa mort. Une fille qui pleure encore son père tous les dimanches sur sa tombe vide. Sylvie examina les documents avec des mains tremblantes. Françoise voyait son monde s'écrouler en temps réel. Cette femme découvrait que l'homme qu'elle aimait, le père de ses enfants, était un imposteur, un bigame, un escroc. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? Parce qu'Henri Martineau n'existe pas, Sylvie. Cet homme s'appelle Henri Dubois, il a 69 ans, pas 58 comme il vous l'a dit. Il était criblé de dettes, menacé de prison. Alors il a choisi la solution de facilité, disparaître et recommencer à zéro. Avec vous? Sylvie s'effondra sur une chaise de son salon. Françoise la suivit, implacable. Il y a autre chose que vous devez savoir. L'argent qu'il a utilisé pour acheter cette maison, pour créer son entreprise, pour vous offrir cette belle vie, c'est l'argent de son assurance vie. L'argent qu'il a volé en simulant sa propre mort. Non, ce n'est pas possible. Appelez-le, dit Françoise en tendant son téléphone. Appelez Henri Martineau et demandez-lui de vous parler de sa première femme. Demandez-lui pourquoi il n'a jamais mentionné qu'il avait une fille. Demandez-lui comment il a financé votre maison. Sylvie prit le téléphone avec des gestes d'automate. Elle composa le numéro d'Henri, les mains tremblantes. Henri? C'est moi. Il faut que tu rentres. Maintenant? Il y a une femme ici qui dit être ta femme. Non, ne raccroche pas. Henri. Mais Henri avait raccroché. Et Sylvie venait de comprendre que son silence valait tous les aveux. Il arrive, murmura-t-elle. Il sera là dans 20 minutes. Parfait, dit Françoise. J'ai attendu 2 ans pour cette confrontation. Je peux bien attendre 20 minutes de plus. Ces 20 minutes furent les plus longues de la vie de Sylvie. Françoise lui raconta tout. Les 40 ans de mariage, les mensonges, la double vie, la fausse mort. Elle lui montra d'autres photos, d'autres preuves. Sylvie pleurait maintenant, réalisant l'ampleur de la tromperie. Mes enfants, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? La vérité, répondit Françoise. Ils méritent de savoir qui est vraiment leur père. À 9h47, la BMW d'Henri s'arrêta brutalement dans l'allée. Françoise entendit ses pas précipités, sa clé dans la serrure, sa voix qui appelait Sylvie. Il entra dans le salon et se figea en voyant Françoise. Pour la première fois depuis 3 ans, Henri Dubois et Françoise Dubois se retrouvaient face à face. Bonjour Henri, dit-elle avec un sourire glacial. Tu as l'air en forme pour un mort. Henri était livide. Il regardait alternativement Françoise et Sylvie, cherchant visiblement une explication, une échappatoire. Françoise, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu? Comment j'ai découvert ton petit secret? En vidant notre grenier pour vendre notre maison. Tu as oublié une boîte, Henri. Une boîte pleine de preuves de ta nouvelle vie. Sylvie, dit Henri en se tournant vers sa compagne, je peux tout expliquer. Explique-lui donc, dit Françoise. Explique-lui comment tu as simulé ta mort. Explique-lui comment tu as volé l'argent de l'assurance. Explique-lui pourquoi tu lui as menti sur ton âge, ton passé, ton identité. Explique-lui pourquoi tes enfants portent le nom d'un homme qui n'existe pas légalement. Henri s'effondra dans un fauteuil. Le masque était tombé. L'homme confiant et rayonnant qu'elle avait observé la veille avait disparu, remplacé par un homme vieilli, défait, pris au piège de ses propres mensonges. Françoise, s'il te plaît, on peut arranger ça. Arranger ça? La voix de Françoise monta d'un ton. Tu veux arranger 40 ans de mensonges?
Tu veux arranger le fait que j'ai pleuré ta mort pendant 2 ans? Tu veux arranger le fait que notre fille vient encore fleurir ta tombe tous les dimanches? Sylvie regardait Henri avec une expression de dégoût total. Tu as une fille? Tu as une fille et tu ne m'en as jamais parlé? Sylvie, je peux tout expliquer, ma vie d'avant était compliquée. Compliquée? Françoise éclata d'un rire amer. Notre vie était compliquée parce que tu la rendais compliquée. Parce que tu menais une double vie. Parce que tu volais notre argent pour financer tes escapades. Henri se tourna vers Françoise, et pour la première fois, elle vit de la peur dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux, Françoise? De l'argent? Je peux te rembourser. Ce que je veux? Françoise se leva lentement. Je veux que tu paies pour chaque mensonge. Je veux que tu assumes les conséquences de tes actes. Et surtout, je veux que tu découvres ce que ça fait d'avoir sa vie détruite du jour au lendemain. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Ah, j'oubliais. J'ai rendez-vous avec la police dans 1 heure. Escroquerie à l'assurance, faux et usage de faux, bigamie, ils vont être ravis de rencontrer le ressuscité Henri Dubois. Henri bondit de son fauteuil. Françoise, non. Pense aux enfants. Pense à Sylvie. J'y pense, dit-elle calmement. C'est pour ça que je leur offre la vérité. Quelque chose que tu ne leur as jamais donné. Elle sortit, laissant derrière elle un silence de mort. Par la fenêtre, elle entendit Sylvie qui commençait à poser les vraies questions, Henri qui tentait désespérément de justifier l'injustifiable. Mais Françoise n'avait pas terminé. La police n'était que le début. Elle avait encore plusieurs coups à jouer avant que sa vengeance soit complète. Et Henri allait découvrir que la femme qu'il avait sous-estimée pendant 40 ans était capable de le détruire aussi méthodiquement qu'il l'avait détruite.